Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers maîtres, chers étudiants, bienvenue à cette première séance du cycle sur le risque de réputation de l'entreprise que j'ai l'honneur de démarrer et que je vais démarrer comme c'est l'usage en faisant quelques remerciements. Alors des remerciements d'ordre institutionnel et puis d'ordre plus personnel également. Les remerciements institutionnels vont tout d'abord à Diagonale, qui est une sorte de pépinière à idées de l'élément université, puisque son rôle, c'est de confédérer les 9 laboratoires en SHS de l'université pour encourager la recherche pluridisciplinaire autour de sujets d'intérêt commun. Mon deuxième remerciement institutionnel va aussi à la MSH Ange Guépin, qui est une unité d'accueil CNRS et dont l'intérêt est de faire la même chose avec les laboratoires de SHS de Nantes, Le Mans, mais aussi d'Angers, qui sont représentés ici ce soir, afin de faire mûrir des équipes de recherche pluridisciplinaires, mais aussi multisites, en vue de la candidature à des projets de grande ampleur, de dimension nationale, voire supranationale, et même internationale, pourquoi pas. Et puis, mes remerciements vont aussi à l'Institut universitaire de France, qui, par mon intermédiaire, soutient également le projet, en raison de son fort potentiel scientifique et de son intérêt évident dans le contexte de la transition écologique. Côté de ces remerciements institutionnels, je voudrais faire des remerciements plus personnels à Franck Laurent, tout d'abord le directeur de Diagonale et le directeur adjoint de la MSH, qui a soutenu le principe de l'organisation et du lancement de ce cycle de conférences, à Julie Bonnior, qui nous a accompagnés pour les aspects administratifs et logistiques. Et bien sûr, je voudrais remercier Karine Lemercier, qui a eu l'idée de proposer ce projet et qui a accepté d'en tirer un cycle de conférences, donc qui s'est engagé avec nous sur la durée sur ce sujet. Je la remercie d'autant plus qu'elle l'a fait dans un esprit d'ouverture et de dialogue entre les disciplines, puisque est réunis ici ce soir, sont réunis des économistes, sociologues, des juristes et des juristes privatistes, mais aussi publicistes, ce qui vraiment dénote une grande ouverture d'esprit dans la famille des juristes. Alors, je voudrais dire un petit mot très rapide, peut-être pour conclure ces propos introductifs sur peut-être ce que m'inspire le sujet au fond, pour peut-être d'abord souligner pour ceux qui ne sont pas familiers de la RSE qu'on peut voir la RSE comme un de ces formidables renversements philosophiques dont l'histoire a le secret et qui caractérise les périodes de grande transformation, car faut bien comprendre qu'on part de l'idée friedmanienne qui avait été exprimée dans les années 1970 selon laquelle la seule responsabilité sociale de l'entreprise c'est d'accroître son profit, pour aboutir à l'idée empruntée à Karl Polanyi, selon laquelle les entreprises ont aussi un rôle à jouer dans le succès du développement durable. C'est d'autant plus vrai peut-être aujourd'hui que les entreprises n'hésitent plus, notamment les grandes entreprises multinationales, n'hésitent plus à contester à l'État tout monopole dans la détermination et la mise en œuvre de l'intérêt général. Donc, effectivement, le sujet qui nous occupe ce soir et qui va nous occuper dans le cycle des conférences est vraiment un sujet de grande ampleur qui pose tout un tas de questions sous-jacentes. La première question d'abord, peut-être, c'est qu'est-ce qu'il faut entendre par RSE, puisque Karine Lemercier, dans le programme de ce soir, nous présente la RSE comme la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Je pense que si on est ambitieux, c'est effectivement comme ça qu'il faut la voir et la comprendre. Mais vous savez que pour d'autres, RSE, c'est simplement responsabilité sociale de l'entreprise, voire responsabilité sociétale de l'entreprise. Et derrière le choix des mots, il y a à nouveau un tissu théorique, une représentation du social et du rôle de l'entreprise qui est complètement différent. Donc le choix des mots n'est pas neutre. Et donc de ce point de vue-là, peut-être que ce soir, les échanges pourront nous éclairer sur ce qu'implique l'utilisation de telle ou telle terminologie. Et puis, peut-être qu'on pourra en apprendre un peu plus aussi sur les avantages comparatifs du droit mou et du droit dur pour faire de cette RSE une responsabilité non pas seulement formelle, mais bien réelle, si vous me permettez d'emprunter à l'analyse marxiste. Puisque c'est bien d'avoir une
une RSE dans les textes, que ce soit d'ailleurs dans les textes de soft law type norme ISO ou dans les textes de droit dur, mais véritable enjeu en réalité désormais, c'est de s'assurer que dans la réalité sociale, cette RSE, elle produise les effets qui en sont escomptés. Donc voilà qui dresse quelques pistes de réflexion, dont la liste n'est bien sûr pas limitative, mais qui ne fait que confirmer tout l'intérêt du projet qui a été défendu par Karine Lemercier, avec qui je cède maintenant avec grand plaisir la parole. Merci beaucoup Fabien. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers étudiants, bonsoir à tous. C'est avec grand plaisir que je lance ce soir le cycle de conférences débat sur le thème du risque de réputation de l'entreprise, un cycle qui prévoit plusieurs conférences, donc qui devrait s'étaler à peu près sur 2 ans. L'objectif de ce cycle, comme cela a été indiqué, c'est de décloisonner la recherche en croisant les regards d'intervenants issus de disciplines différentes, provenant aussi d'horizons professionnels différents, que ce soit des enseignants-chercheurs ou des praticiens. Le fil rouge des différentes conférences débats, c'est celui du risque de réputation de l'entreprise. Ce thème de recherche est un prolongement de travaux menés en étroite collaboration avec ma collègue Émilie Gicchio, puisque nous avions organisé un colloque à Angers il y a quelques mois, avec les actes qui vont être d'ailleurs publiés prochainement aux éditions Légitech. Et le colloque et l'ouvrage portent sur la réputation de l'entreprise. Pour ce cycle, le choix est celui du risque de réputation de l'entreprise, un sujet qui est une préoccupation actuelle pour les entreprises qui sont aujourd'hui de plus en plus exposées et donc jugées par des observateurs multiples, que ce soit les clients, des collaborateurs, des investisseurs, des autorités bancaires ou encore des candidats à l'embauche selon la conception que l'on peut avoir en l'occurrence de la RSE. La réputation est donc l'agrégation de leur perception et elle va correspondre à un sentiment de confiance qu'éprouvent les parties prenantes à l'évocation du nom de l'entreprise. De manière plus objective, la réputation, c'est une valeur économique. C'est ainsi que d'après une étude menée par le Forum économique mondial, la réputation d'une entreprise représente 25% de sa valeur. Elle est donc une opportunité de création de valeur pour l'entreprise, mais elle est aussi un risque. Nous avons en tête la célèbre formule de Warren Buffett, il faut 20 ans pour se bâtir une réputation, mais seulement quelques minutes pour la ternir. Le risque que représente l'atteinte à la réputation pour chaque entreprise est donc important. On parle même de méta-risque, car il accompagne chaque risque qu'encourt une entreprise, que ce soit les risques juridiques, les risques stratégiques, les risques opérationnels et bien sûr les risques financiers. Ces risques recèlent tous, une fois survenus, un risque de réputation et donc le cycle de conférence va se décliner autour de ces différents facteurs de risque. Aujourd'hui, nous allons donc envisager un des facteurs les plus visibles de la réputation de l'entreprise, celui de la RSE. Et la prochaine conférence, et vous pouvez d'ores et déjà prendre date, ce sera le 17 octobre, et elle sera consacrée au risque de réputation de l'entreprise face au numérique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je ferai également quelques remerciements. Je m'associe bien sûr aux remerciements qui ont été faits par le professeur Fabien Bottini à l'égard de tous les partenaires institutionnels qui nous soutiennent, parce que c'est important, la MSH Ange-Guépin, Diagonale, le TEMISOUM, l'Institut universitaire de France, le Mans Métropole et aussi la faculté de lettres qui nous accueille dans ses locaux pour cette première conférence. Je souhaite remercier également tout spécialement et peut-être personnellement, comme cela a été dit par mon collègue, donc le professeur Fabien Bottini en sa qualité d'animateur de l'axe risque et transition de la MSH Ange-Guépin. Je le remercie de la confiance qu'il m'a accordée, ainsi que Madame Julie Bonior qui a participé à l'organisation de cette conférence, une organisation qui n'aurait pas été possible sans elle. Donc encore un grand merci. Enfin, je souhaitais remercier chaleureusement nos 4 invités qui ont accepté d'intervenir à cette conférence de lancement sur le thème du risque de réputation de l'entreprise face à la RSE. Nous les entendrons dans l'ordre suivant. Monsieur Jörg Guido Hulsmann, professeur en sciences économiques à l'Université d'Angers, qui interviendra
sur le thème « Mesurer et gérer les risques de réputation ». Puis interviendra Madame Émilie Gicchio, maître de conférence à l'Université d'Angers, en droit privé. Elle interviendra sur les valeurs de RSE dans les PME. Maître Venceslas Manzala, docteur en droit public, avocat au barreau d'Angers au sein du cabinet TGS France, qui interviendra sur le thème « Décarboner, une prise de risque pour la réputation de l'entreprise ». Et enfin, Monsieur Jean-Philippe Melchior, professeur en sociologie à l'Université du Mans, qui interviendra sur la RSE du discours à la réalité. Je vais vous céder à chacun la parole pour exposer votre propos, que je vous prierai de limiter à 15 minutes afin de laisser du temps aux questions et aux échanges. Je rappelle que cette conférence est filmée, qu'elle sera disponible sur le canal UTV. Et sans plus attendre, je laisse donc la parole au professeur Jean-Guido Haussmann. Merci Madame Le Mercier. C'est bon? Chers collègues, monsieur, dame, je suis content de participer à cet échange cet après-midi. Je dois dire d'emblée que je ne suis pas un spécialiste de ce sujet, donc économie de la réputation. Je crois d'ailleurs que la spécialisation n'existe pas. Il y a peut-être dans la gestion, il y a l'un ou l'autre qui s'y est intéressé. Mon domaine principal, c'est la finance, où l'on rencontre des problèmes similaires lorsqu'il s'agit donc de mesurer et de gérer les risques. Et le seul argument que je pourrais avancer, le deuxième en ma faveur, c'est que je suis assez généraliste. Donc mon dernier ouvrage donc, porte sur l'économie de la gratuité, donc tous les biens gratuits. Et parmi les biens gratuits, donc, il y a des biens qui justement sont des biens de réseau, tels que par exemple le système monétaire, le langage, le droit, aussi le droit international notamment, qui sont donc des biens dont bénéficient tous les utilisateurs, mais qui, strictement parlant, n'appartiennent à personne. Et je crois qu'ici, en ce qui concerne la réputation, c'est un cas légèrement différent, mais il est donc très intéressant parce que, effectivement, une entreprise, et nous parlons ici d'entreprise principalement, n'est pas strictement parlant propriétaire de sa réputation. Donc ça, je crois que ça, c'est un premier point que vous avez évoqué déjà. Donc l'entreprise n'est pas propriétaire de sa réputation, elle dépend de sa réputation. La réputation influence sans doute son chiffre d'affaires, donc ses recettes, et elle influence également ses coûts. Donc les deux grands paramètres de la vie économique de l'entreprise. Et pourtant, donc, elle en dépend, tout comme elle dépend de l'oxygène qui se trouve dans l'atmosphère, sans être propriétaire. Donc, la réputation n'est pas strictement parlant un facteur de production. Donc, il peut être un facteur de production, tout ce qui peut être contrôlé directement par l'entreprise. Donc, comme une machine dont l'entreprise peut être propriétaire, donc elle peut priver d'accès à cet outil d'autres personnes. Et ce n'est pas le cas avec la réputation. Donc c'est un cas vraiment intéressant. Le risque, deuxième définition qui est ici en jeu. Donc le risque, c'est la probabilité d'un événement adverse. Et donc là, c'est une définition générale qui vaut à la fois en finance, mais aussi en réputation et ailleurs. C'est quoi donc un risque de réputation? Donc c'est la probabilité que la réputation dans laquelle l'entreprise est dans la perception d'autres personnes crée donc une incidence adverse sur la vie de l'entreprise. Donc notamment aussi directement sur d'autres variables, mais indirectement finalement toujours, soit sur les revenus de l'entreprise, soit sur les coûts de l'entreprise. Alors cette incidence adverse peut. Et ça, c'est le consensus de la littérature. J'ai quand même passé quelques heures sur la recherche bibliographique. Et donc, la littérature est unanime sur la question. Donc, le risque de réputation résulte toujours d'un écart entre la perception de l'entreprise par le monde extérieur et ce que l'entreprise devrait être aux yeux de ce monde extérieur. Et donc, ça m'a inspiré donc la distinction entre la réalité et la norme, parce que je savais que j'allais être entouré par les juristes,
Donc, je veux dire, pourquoi pas utiliser le mot norme ici dans une signification, dans un sens assez large, hein, donc ce qui devrait être. Donc c'est donc une déviation entre ce qui devrait être et la réalité. Alors, parlons de mesures. Là aussi, un premier constat s'impose, et vous l'avez déjà fait, Madame Mercier, la réputation est multidimensionnelle. Hein, donc on ne peut pas la réduire à une seule dimension financière, économique, écologique, etc. Et ce serait d'ailleurs un comportement à risque de le faire, donc de cultiver un réductionnisme à cet égard-là. Il faut être conscient, donc il y a de multiples dimensions qui entrent en jeu. Pour les entreprises, finalement toujours, parce qu'une entreprise a la finalité de créer des revenus pour tous ses membres, hein, donc pour les capitalistes, pour les employés, pour les fournisseurs, et créer aussi des produits qui valent l'argent que le client dépense. Donc l'entreprise, et c'est ça tout l'art de l'entrepreneur, créer des formes de coopération qui valent la peine matériellement pour tout le monde. Hein. Donc finalement, pour l'entreprise, c'est toujours l'enjeu finalement est toujours financier. Donc elle ne peut pas écarter, elle ne peut pas surmonter ce contexte existentiel. Donc pour l'entreprise, finalement, la réputation, elle est importante dans la mesure où elle a une incidence financière. Deuxième remarque préliminaire, c'est que la réputation, puisque justement elle concerne la perception de l'entreprise par d'autres personnes, elle a une dimension subjective, personnelle. Et ceci est important parce que justement la perception peut varier à la lumière de multiples facteurs qui peuvent être purement personnels, mais qui peuvent être aussi sociétals, des modes politiques, des modes culturels qui ont une influence sur la perception du monde qui entoure l'entreprise. Et donc, la réputation, à ce titre-là, n'a pas vocation d'être stable. Et aussi, les mesures que nous développons de la réputation ne sont pas censées être stables. Donc, c'est un problème. Donc, même si on réussit, ce que je veux dire, même si on réussit à mesurer avec un degré de précision quelconque la réputation de l'entreprise, ce résultat de cette mesure n'est pas comparable à la mesure de la longueur d'un objet ou du poids d'un objet qui va rester constant à travers le temps et à travers les modifications du contexte. Donc avec la réputation, ce n'est pas ainsi. Hein, donc même si nous la mesurons dans un contexte donné, cette mesure doit être toujours prise avec un grand grain de sable, donc avec beaucoup de circonspection. Troisième remarque préliminaire, donc en reprenant donc, cette idée de l'écart entre la réalité et la norme, la question se pose donc effectivement ici, quelle est la norme? Donc, quelles sont les normes pertinentes par rapport auxquelles la réputation s'établit? Et je crois que là aussi, il y a différentes dimensions qui entrent en jeu. Sur le plan le plus fondamental, quelque chose qu'on pourrait appeler des normes naturelles hein, dans le monde de l'entreprise. Donc l'entreprise crée des produits, elle crée des services. Et donc les clients s'attendent à une certaine qualité de ce service ou du produit. Hein, donc cette attente est donc par exemple parfois elle est délibérément codifiée donc dans la législation ou dans la juridiction concernant la qualité des produits, etc., responsabilité des producteurs, etc. Parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, c'est plus tacite. Mais il y a toujours cette référence par rapport à la pratique. Donc, qu'est-ce qui est un toit bien fait? Qu'est-ce qui est une table bien faite? Qu'est-ce qui est une lampe bien faite, etc. On ne s'attend pas à ce que la lampe éclate le lendemain de l'achat et des choses comme ça. Hein. Voilà. Donc, il y a une norme naturelle. Hein. Puis, deuxième norme qui vient par le progrès technique. Hein. Donc, justement, les conditions de production changent.
la qualité des produits change. Un véhicule qui est produit aujourd'hui a d'autres caractéristiques qu'un véhicule produit il y a 20 ans, il y a 30 ans. La consommation est plus élevée, la sécurité est plus élevée, le confort intérieur, et il y a plein de gadgets, etc. Si on prend les voitures, donc, fait dans les dernières 5 années, etc., et c'est parfois surprenant. Donc, ce qui était le grand luxe il y a 15 ans se trouve parfois déjà dans les très petites voitures qu'on a aujourd'hui. Donc, ça évolue aussi. Et donc, les exigences, donc la réputation de l'entreprise s'établit par rapport à cette norme soumise au progrès technique. Troisièmement, troisième facteur important, et cette liste que je vais parcourir, il y a encore 2 autres points, évidemment elle n'est pas exhaustive, ce sont juste 4 points particulièrement importants. Le troisième point serait la publicité, voire les promesses données par l'entreprise. Donc l'entreprise peut évidemment vanter ou mettre sous un meilleur jour ses produits à la lumière de différentes considérations. Et ces considérations ne sont pas forcément d'ordre technique, elles peuvent être aussi sociétales. Donc il y a des entreprises qui cherchent à mettre leurs services sous un meilleur jour en soulignant donc, qu'elles pratiquent une politique de ressources humaines diversifiée. Donc on embauche des personnes de différentes origines ethniques, des hommes, des femmes, différents âges, etc. Et évidemment, à ce moment-là, si l'entreprise met ça en avant, elle doit se mesurer par rapport à cette promesse, ou par rapport à cette présentation. Si elle ne le fait pas, ça ne veut pas forcément dire qu'elle peut échapper à cette mesure, mais en tout cas, elle ne le provoque pas. Mais dès que quelqu'un le met en avant, évidemment, c'est le cas. Et puis les normes sociales, l'entreprise peut aussi être mesurée par rapport à ce qui est tenu être normal comme comportement, comme pratique dans la société. Et là aussi, donc, une réputation peut être en jeu lorsqu'il y a déviation par rapport à ces exigences. Or, donc, ce facteur, il est délicat, hein, car effectivement, nous n'avons pas une culture uniforme, monolithique. Donc, il y a différentes couches de la population qui ont des prédilections pour différentes normes. Hein. Donc, il y a déjà les camps politiques qui sont très différents. Il y a des préférences esthétiques, sociales, etc., très différentes selon les couches de la population, donc selon les goûts des clients. Un client de Ferrari, la société Ferrari est très différent à bien des égards d'un client de la société Fiat ou Volkswagen. Hein. Et donc, on n'est pas face ici aux mêmes exigences de la population. Donc là aussi, donc, on peut se tromper. Donc, un exemple, l'exemple qui a fait la une l'année dernière, c'était la campagne publicitaire de la brasserie Bud Light aux États-Unis, hein, qui a donc fait la pub avec une personne transgenre. Hein. Et Bud Light est principalement consommé par un public ouvrier aux États-Unis, donc les gens qui regardent les matchs de football, etc. Et donc là, c'était clair, ça crée ça ternit justement la réputation de l'entreprise parce qu'elle s'est désolidarisée avec sa clientèle habituelle. Hein. Donc c'est clair que c'était les grands directeurs de l'entreprise ont privilégié une communication woke, hein, donc il met en valeur le transgenre, etc., ce qui n'était pas du tout apprécié par le consommateur lambda de cette marque. Et du coup, elle a eu une perte de chiffre d'affaires je crois que c'était 35%. C'était énorme. C'était le plus grand désastre financier de l'histoire économique moderne aux États-Unis. Hein. Donc ça va dans les deux sens. Donc il faut en être conscient que voilà, justement c'est multidimensionnel et donc hétérogène. On ne peut pas simplement prendre les idées qui sont affichées à la télé, peut-être dans les milieux
sociaux des directeurs d'une entreprise et baser une stratégie de communication et de publicité sur cette base. Alors, étant donné donc cet état des choses, il est clair que les mesures sont problématiques. Hein. Donc, quelles sont les techniques de mesure? Donc, il y a les techniques qualitatives, il y a les techniques quantitatives. Principalement, on est ici face à des techniques qualitatives parce que seules les approches, donc, par exemple par sondage, par donc mesure de différentes dimensions. Par exemple, une entreprise, elle va mesurer, elle va demander à ses clients quel était votre degré de satisfaction. Donc, il donne 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, peu importe. Donc, il y a là aussi, je suis sûr que chacun de vous, vous avez déjà répondu à un sondage d'un hôtel que vous avez fréquenté pendant une nuit. Donc, il y a dizaines de dimensions de la qualité de leur service qui testent. Voilà. Alors, quelle est donc la qualité de ce renseignement? Donc à la fin, donc il y a différentes dimensions. Hein, on n'a pas une seule expression de la qualité et donc de la perception du client. Hein, donc c'est difficile d'opérationnaliser le résultat. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a. Et des techniques quantitatives. Donc là, on est en règle générale face à un exercice qui concerne principalement les sociétés cotées en bourse. Donc là, ce qu'on va faire, c'est regarder donc quelle est leur communication et quelle est l'incidence, c'est-à-dire la proximité dans le temps entre la communication de l'entreprise et la variation du cours de l'action de l'entreprise. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc ça, c'est évidemment une mesure. Voilà, c'est un jeu avec des chiffres. Donc on a l'impression qu'on fait un travail scientifique parce qu'il y a quelque chose de tangible et d'incontournable. Il y a un chiffre. On connaît le cours. Mais le problème est que le cours varie en fonction de la totalité des circonstances et pas seulement de la réputation, pas seulement de la réputation. Donc la difficulté est de savoir quelle est l'incidence de cette communication ou de cette qui aurait pu donc modifier l'image d'entreprise sur le cours. Et ça, on peut pas lire dans les chiffres. C'est-à-dire, on peut le lire en faisant de multiples suppositions, en construisant un monde hypothétique, alternatif, comment l'action aurait évolué si l'annonce n'avait pas été faite, etc. Donc là, on est dans je ne dis pas dans la science-fiction, mais on est dans un genre littéraire assez proche, car en fait, c'est donc les guesstimates, hein, les Américains appellent ça, donc ce sont les estimations éduquées, donc ce sont pas juste c'est pas juste la fantaisie de l'entrepreneur ou du chercheur, mais c'est quand même quelque chose qui n'a pas la qualité d'une hypothèse scientifique qui est testée en laboratoire. Donc c'est pas du tout la même chose. Gestion des risques. Donc là, je dirais, donc, pour finir, donc, on peut distinguer la gestion naturelle de la qualité des opérations. C'est ce que fait chaque entreprise en instruisant donc, ses employés. Et ça commence avec les directeurs et ça va jusqu'à l'ouvrier qui travaille donc, à la chaîne, mais aussi surtout le personnel qui est en contact avec les clientèles, avec la clientèle, avec les fournisseurs. Tout le personnel avec les ressources humaines, etc. Chacun représente, quoi qu'il dise ou quoi qu'il fasse, il représente de quelque manière l'entreprise. Et donc là, c'est clair que c'est déjà bien ancré dans la pratique. Donc tous les entrepreneurs sont conscients de cela. Et je crois que c'est important de souligner ce point parce que donc c'est peut-être pour nous, donc c'est un domaine de recherche et de réflexion nouveau, la réputation, mais dans un sens le plus basique, elle est déjà pratiquée. Déjà reconnu en tant que tel par le monde de l'entreprise et déjà mise en pratique. Il y a dans la gestion de la réputation beaucoup de prudence est nécessaire. Donc, prudence ici dans le sens classique, scolastique, hein, donc, prévision et circonspection. Beaucoup de prudence nécessaire lorsqu'on veut baser le succès de l'entreprise sur une pure stratégie de communication, c'est-à-dire créer une image, comme on le fait par exemple dans le monde de la parfumerie,
hein. Donc là, les cigarettes, hein, parce que finalement, les produits ne sont pas tellement différents les uns par rapport aux autres. Donc, on vend des images, etc. Donc, ça, c'est une stratégie entièrement basée sur la réputation. Évidemment, là, on crée la norme par rapport, on va se mesurer. Donc, c'est une stratégie qui doit donc être pensée de manière holistique pour l'ensemble de l'entreprise, qui doit imprégner toutes les opérations. Et mon dernier point, c'est les coûts. Donc, de toute manière, donc on a du mal à mesurer vraiment l'incidence de la réputation et les modifications de la réputation sur le résultat, respectivement, alors les recettes et les coûts de l'entreprise. Mais la gestion de la réputation elle-même va de pair avec les coûts. Donc, les ressources humaines, il y a des coûts matériels, etc. Et ces coûts qui sont engagés doivent se mesurer par rapport aux résultats obtenus. Hein. Donc, il ne faut pas oublier que, bon, effectivement, le facteur de la réputation est un facteur avec incidence sur le résultat de l'entreprise, mais c'est juste un facteur parmi d'autres. Hein. Donc, on ne peut pas miser la maison sur ce seul facteur et créer donc une réputation irréprochable si, d'un autre côté, on met trop de ressources dans ces perfections aux dépens d'autres facteurs, par exemple la rémunération des salariés, la sécurité au travail, etc. Tout ça va être vu dans son ensemble. Voilà, donc c'est ce que je souhaitais vous présenter donc de manière assez générale, et je suis donc disponible pour vos questions. Merci beaucoup, chers collègues. Alors les questions vont venir, hein, mais on l'a dit après qu'on ait entendu tout le monde. Donc sans transition, je passe la parole tout de suite à Émilie Gicchio, qui est maître de conférence en droit privé à l'Université d'Angers. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors avant de débuter ma présentation, je tiens à remercier très sincèrement ma collègue et amie Karine pour la confiance qu'elle me témoigne à l'occasion du lancement de ce cycle de conférences consacrées au risque de réputation de l'entreprise et plus particulièrement pour m'avoir confié ce beau sujet d'intervention. C'est toujours un immense plaisir de collaborer avec toi, qui est devenue au fil des années une partenaire quotidienne de travail dans un métier pourtant réputé solitaire. C'est d'autant plus un plaisir que le thème abordé est passionnant et nous passionne toutes les deux. Aujourd'hui donc m'est confié un sujet au cœur du risque de réputation de l'entreprise, celui bien connu mais difficile à circonscrire de la RSE, sous un angle tout à fait nouveau, celui des PME. Alors, la juriste que je suis est d'entrée de jeu dans une situation inconfortable face à un tel sujet, puisque les deux notions phares, qui sont également des acronymes, la RSE et les PME, résistent quelque peu au travail de définition juridique préalable à toute réflexion. On le sait, en droit, une bonne méthode nécessite toujours de circonscrire avec précision le sujet que l'on doit traiter. D'abord, la RSE, et même plus précisément les valeurs de la RSE. Arrêtons-nous 2 minutes sur ce terme pour tenter de le définir précisément. La tâche se révèle complexe. Pour l'accomplir, cette tâche, nous pouvons d'abord nous référer à la définition de la Commission européenne qui affirme que la RSE, c'est la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Voilà qui est bien vague. Tout de même, on comprend à la lecture de cette définition que la RSE assigne un rôle nouveau aux entreprises. La RSE les incite à regarder vers l'extérieur, à jouer un rôle en dehors d'elles, au sein de la société au sens de cité. Cela peut surprendre car jusqu'à peu, ces fonctions relatives à l'intérêt général étaient exercées par l'État. Mais l'évolution de nos sociétés provoque un affaiblissement du rôle de l'État, ce qui l'amène à transformer son droit et à transférer aux entreprises des missions qui lui étaient assignées jusqu'alors, mais qu'il n'entend plus remplir seul. Bon, voilà un premier élément d'analyse. Peut-être que la traduction de l'acronyme me permettra d'être plus précise. Cet espoir est vite déçu, car l'acronyme RSE est lui-même source de confusion. Il renvoie en effet tantôt à la responsabilité sociale et environnementale, tantôt à la responsabilité sociétale des entreprises. Pour dire même
Les travaux préparatoires de la loi Pacte utilisent ces deux possibilités. Comment est-ce possible ? Eh bien, le caractère incertain de la traduction est né d'une ambiguïté sémantique provoquée par la traduction de l'anglais responsibility par responsabilité, alors que les termes ont des significations distinctes. Quoi qu'il en soit, on déduit tout de même de ces termes que les enjeux sociaux et environnementaux sont des éléments clés, que l'entreprise est la première concernée et qu'elle doit se préoccuper de l'avenir de notre société, entendu au sens large. Pour sa part, en dépit des réformes récentes qui concernent directement la RSE, le législateur français, lui, s'est bien gardé de proposer une définition, d'où ce constat. Si la RSE est un objet juridique mal identifié, elle est pourtant devenue au fil du temps un véritable sujet de préoccupation pour le législateur et donc pour les juristes spécialisés en droit des affaires qui, à défaut de pouvoir définir précisément ce qu'est la RSE, parviennent à identifier ces manifestations. La PME ensuite est également en soi un objet d'étude embarrassant pour les juristes, pour d'autres raisons cette fois-ci, plus aisées à comprendre. La PME, petite ou moyenne entreprise, mais c'est une notion économique et pas juridique. Il n'y a pas en droit de loi spécifiquement applicable aux PME. Ce n'est pas un objet de droit, la PME. L'acronyme renvoie purement et simplement à un critère de taille de la structure, ce qui me permet de dire que la PME, c'est l'entreprise basique, celle du milieu, qui se situe entre la TPE, très petite entreprise, et la grande entreprise qui intègre les ETI, entreprises de taille intermédiaire. Très concrètement, la PME, c'est une entreprise qui emploie entre 10 et 250 salariés. Il y en aurait un peu moins de 4 millions en France, contre 3,4 millions de TPE et moins de 20 000 ETI et très grandes entreprises. Les PME sont donc les entreprises qui constituent majoritairement notre tissu économique. Les bases étant ainsi posées, on pourrait donc penser que les PME sont les premières concernées par la réception des valeurs de la RSE au sein de notre système normatif. Et pourtant, si l'émergence d'un droit de la RSE est difficilement contestable, les PME et plus encore les TPE ne sont pas les premières intéressées. Comment l'explique-t-on ? Assez simplement en réalité. Il apparaît en effet que les contraintes juridiques qui résultent de la réception de la RSE par le droit concernent prioritairement les très grandes entreprises, voire même les multinationales qui sont les premières visées par les obligations de bonne gouvernance et de reporting extra-financier nées en 2001 avec la loi NRE ou par l'obligation de vigilance de la loi du 27 mars 2017. Faute de règles véritablement contraignantes, pouvant se revendiquer issues directement des valeurs de la RSE, les PME se considèrent non concernées par ces préoccupations qui, à leurs yeux, n'obligent que les très grosses structures. Alors, les PME peuvent-elles véritablement ignorer les contraintes juridiques résultant du droit de la RSE ? Peuvent-elles vraiment considérer que les valeurs de la RSE ne les concernent pas, sans craindre de subir des sanctions venant du droit ? Telle politique de gestion peut en vérité s'avérer extrêmement risquée, comme il est risqué de nager à contre-courant lorsqu'une vague de fond, celle du droit de la RSE, déferle sur notre système normatif. Car les évolutions récentes de notre droit démontrent en premier lieu l'irrésistible expansion des valeurs de la RSE, ce qui augure en second lieu d'une irrésistible réception des valeurs de la RSE par les PME. En premier lieu, l'irrésistible expansion des valeurs de la RSE. Depuis l'adoption de la loi NRE en 2001, les normes de soft law ou de hard law qui donnent corps aux valeurs de la RSE conduisent à un double constat. D'une part, les valeurs de la RSE se multiplient. D'autre part, les valeurs de la RSE rayonnent dans toutes les sphères du droit. D'une part, les valeurs croissantes de la RSE. Faute de temps, je ne prendrai qu'un exemple permettant de faire état de la multiplication des domaines de la RSE, celui de la DPEF, Déclaration de performance extra-financière, qui en vertu de l'article L 225-102-1 du Code de commerce doit être établie par les entreprises qui dépassent certains seuils.
Cet exemple, qui concerne donc les grandes entreprises, mais peu importe, on le verra, se révèle particulièrement parlant puisque le texte liste les éléments devant faire l'objet d'une déclaration. Et au gré des réformes qui succèdent, cette liste s'allonge régulièrement. Cette déclaration de performance concerne donc le changement climatique, les engagements sociétaux en faveur du développement durable et de l'économie circulaire, la lutte contre le gaspillage alimentaire et contre la précarité alimentaire, le respect du bien-être animal et d'une alimentation responsable, équitable et durable, les accords collectifs conclus dans l'entreprise et leurs effets sur les conditions de travail des salariés, les actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités, les actions visant à promouvoir la pratique d'activités physiques et sportives, les mesures prises en faveur des personnes handicapées ou plus récemment, la responsabilité numérique des entreprises. Le caractère hétéroclite des éléments devant faire l'objet d'une déclaration a conduit certains auteurs à reprocher à la RSE d'être une catégorie fourre-tout dans laquelle il est loisible d'insérer de nouvelles causes au gré des actualités et des sujets d'inquiétude de l'opinion publique. C'est à mon sens un mauvais procès qui est fait au droit de la RSE, pour deux raisons. D'abord, des auteurs appellent de leur vœu une refonte des normes comptables afin que ces dernières intègrent les enjeux environnementaux et sociétaux dans leurs outils de valorisation des entreprises. C'est donc que ces éléments, a priori extra-financiers, ont une incidence sur la valeur marchande des entreprises, quelle que soit leur taille, et qu'il faut en tenir compte. Ensuite, les éléments devant donner lieu à déclaration sont certes de plus en plus nombreux, mais pas car on y met tout et n'importe quoi, parce qu'ils se précisent. En vérité, ils se regroupent autour de deux grands volets. Le premier, c'est le développement durable. Le second, c'est l'amélioration des conditions de vie et de travail des individus. Et pour s'assurer d'une véritable progression de la prise en considération de ces enjeux, il faut envisager ces problématiques dans leur globalité, ce qui amène le législateur à compléter régulièrement la liste par les aspects qui ont pu être négligés à l'occasion des réformes antérieures. C'est une méthodologie législative, somme toute logique, puisque le droit de la RSE est en construction perpétuelle dès lors qu'il s'adapte aux enjeux sociétaux qui évoluent en permanence. Au demeurant, si ces questions ne font pas l'objet d'une DPEF dans les PME, ce n'est pas pour autant qu'elles doivent être négligées par les organes de direction de ces entreprises. L'établissement de ce document extra-financier représente un coût conséquent pour l'entreprise, qui peut difficilement être absorbé lorsque cette dernière est modeste. Cela justifie que le législateur n'ait pas élargi davantage l'exigence de reporting extra-financier. Mais cela ne dispense en rien les PME de se montrer vigilantes sur tous les volets consacrés par le DPEF. Chacun des éléments listés est en soi porteur d'un risque pour l'entreprise, risque dont il convient d'avoir conscience et qu'il est possible de neutraliser en s'assurant simplement du respect de la loi en vigueur. D'autre part, les valeurs irradiantes de la RSE. Naturellement, les valeurs véhiculées par ces contraintes d'information touchent des domaines du droit de plus en plus variés, contraignant ainsi les entreprises soumises à ces obligations d'information à vérifier la conformité de leurs pratiques avec les attentes du législateur, là où la question pouvait en pratique ne jamais s'être vraiment posée, faute de contentieux. Faut-il craindre en cela une forme d'hypertrophie du droit de la RSE? Alors, je ne le pense pas. Très simplement, le droit de la RSE doit être considéré dans tous les domaines du droit, car il doit être considéré comme fondamental en raison des valeurs qu'il porte. Ce doit être une préoccupation permanente à l'image des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont ignorées nulle part en droit. Les valeurs de la RSE sont, au même titre, transcendantes. Dès lors, si les textes de loi sont encore peu contraignants pour les PME, ne nous y trompons pas. Ils s'ancrent inconsciemment dans les pratiques de gestion de tous les dirigeants sociaux. En second lieu, l'irrésistible réception des valeurs de la RSE par les PME. L'histoire de la RSE et de son insertion dans la sphère juridique est celle d'une irrésistible ascension nous permettant désormais d'admettre l'émergence d'une discipline juridique autonome, un droit, de la RSE.
Rapidement, je vais d'une part décrire les premiers jalons d'un droit commun de la RSE qui, d'autre part, contraint toutes les entreprises, peu importe leur taille. D'une part, les premiers jalons d'un droit commun de la RSE. C'est la fameuse loi Pacte du 22 mai 2019 qui, au travers de 2 textes très remarqués, a fait entrer les valeurs de la RSE au sein du Code civil, posant ainsi les fondations d'un droit commun de la RSE. 2 textes à portée générale nous intéressent. L'article 1835 du Code civil, d'abord, qui suggère aux entreprises de se doter d'une raison d'être qu'il est possible d'inscrire dans les statuts sociaux. Cette raison d'être, nécessairement distincte de l'objet social, est intrinsèquement tournée vers l'intérêt général. L'article 1833 du Code civil, ensuite, qui intègre en son sein la notion prétorienne d'intérêt social et impose une définition novatrice du terme en suggérant que les enjeux sociaux et environnementaux sont dans les gènes de ce standard de référence, véritable clé de voûte du droit des sociétés. Ce changement de paradigme n'est en rien une dénaturation du droit des affaires. Ce n'est que l'intégration dans la loi d'un virage sociétal qui ne peut plus être ignoré. Insidieusement, les dirigeants sociaux, les fondateurs d'entreprises, les associés et actionnaires impliqués dans la vie sociale sont amenés à s'interroger. Faut-il prévoir dans les statuts sociaux une raison d'être qui oblige l'entreprise dans ses activités ? D'autre part, les contraintes diffuses mais prégnantes de la RSE. Force est de constater que si les textes ne sont pas impératifs, cette réforme a marqué un virage dans les politiques de gestion des sociétés. Les PME, parmi les premières, se sont saisies de ce nouveau rôle suggéré par le législateur et, plus que d'insérer une raison d'être dans leurs statuts sociaux, ont opté massivement pour le statut de société à mission, se soumettant de leur plein gré à un régime juridique contraignant. Beaucoup de nos collègues ne cachent pas leur surprise face à ce phénomène. Pourquoi diable les chefs d'entreprise s'imposent-ils ces nouvelles contraintes juridiques ? Certes, les retombées positives sur la réputation de l'entreprise lorsqu'elle obtient ce statut de société à mission ne sont pas étrangères à cette prise de décision. Mais sans doute, ce mouvement n'est-il pas systématiquement motivé par des raisons aussi cyniques, et l'on est en droit de croire qu'il existe une volonté réelle du monde des affaires de jouer un rôle actif, vertueux, pour une préservation de notre environnement et d'un modèle social plus juste. Lorsque l'on décrit notre système normatif, on mobilise souvent l'image de l'arbre, avec ce tronc qui correspondrait au droit privé, puis des grandes branches correspondant au droit des obligations, au droit des affaires, au droit social, et des ramifications ensuite de plus en plus fines qui figurent l'ensemble des disciplines toujours plus spécialisées. Si le droit de la RSE devait apparaître sur cette image, ce ne serait pas une nouvelle branche. Je pense que ce serait un lierre. Cette plante grimpante a besoin de l'arbre comme support. Le lierre grandit vite et modifie en peu de temps l'aspect de l'arbre en l'entourant et en s'adaptant à ses courbes. Par sa seule présence, et sans pour autant détruire l'arbre qui le soutient et l'aide à grandir, le lierre transforme son hôte tout entier. Au fil du temps, le droit de la RSE, qui n'était initialement lié qu'au droit des sociétés cotées, a grandi pour s'insinuer progressivement dans de très nombreuses branches du droit social au droit des obligations, du droit pénal au droit commercial. Chemin faisant, l'ensemble du droit privé semble désormais concerné par les valeurs de la RSE. Pour ce qui est des entreprises, il est aujourd'hui faux d'affirmer que seuls les grands groupes doivent s'adapter à ce mouvement. La loi Pacte, en recevant les notions de raison d'être de l'entreprise et d'intérêt social, n'opère aucune discrimination liée à la taille de la structure. Bon an, mal an, toutes les sociétés sont concernées. En ce domaine, le législateur use de la technique des petits pas, pour reprendre la formule de notre brillante collègue Morgane Tirel, qui avant moi a démontré que l'ascension du droit de la RSE est irrésistible, irréversible, et que les entreprises, quelle que soit leur taille, devront s'adapter en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux dans leur politique de gestion. Elles devront s'adapter à ce droit postmoderne, s'adapter ou périr. Je vous remercie de votre attention. Merci.
Merci beaucoup, chers collègues, pour ce propos aussi éclairant qu'intéressant. Et puis, merci aussi d'essayer de respecter le timing. Hein. Il y a un tout petit dépassement, mais qui reste dans l'ordre plus qu'acceptable. Vraiment, merci pour les collègues qui vont suivre. Alors, comme précédemment, sans attendre, Maître, je vais vous donner la parole. Donc, Venceslas Manzala, voilà, vous êtes docteur en droit public et avocat au barreau d'Angers. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'au Mans et vous avez donc 15 minutes. Et le micro doit se déplacer également. Mettez-le entre vous deux tout de suite. Alors, faut pas trop tirer parce que le fil. Je pense qu'on peut peut-être le ralentir. Les inconvénients du direct. Ça devait aller. Merci, Monsieur le Président. Je commencerai par quelques remerciements également d'usage, mais très sincères. D'abord à l'endroit de Madame Karine Mercier, mais aussi de toute son équipe, pour m'avoir associé à ce cycle de conférences-débats qui porte donc sur le risque de réputation de l'entreprise. Des remerciements d'autant plus sincères que carte blanche m'a été donnée pour proposer une réflexion autour donc de ce sujet-là. Et venant du monde de l'université, je sais que c'est une marque de confiance. Et j'espère que je ne vais pas abuser de cette liberté-là, de cette confiance-là. En toute hypothèse, cette marque de confiance m'a permis d'orienter ma réflexion autour d'une problématique qui peut-être ne ressort pas complètement, totalement de l'intitulé que j'ai retenu pour ma communication, décarboner une prise de risque pour l'entreprise. Et donc, en guise d'introduction, je vais rappeler quelques éléments de contextualisation de cette interrogation, qui vont se résumer autour de deux principaux constats. Le premier élément de contextualisation, donc le premier constat, c'est celui de la prise de conscience collective, y compris dans le monde de l'entreprise, de la réalité, de l'urgence, du dérèglement climatique. Du côté des pouvoirs publics, cette prise de conscience s'est traduite, en tout cas depuis le signement des lois Grenelle 1 et 2, dans un contexte également de forte internationalisation de ces problématiques-là, par des engagements concrets, par des politiques publiques qui désormais donnent le pas au marché de manière générale et donc au monde de l'entreprise. Ces politiques publiques se sont structurées autour de différents documents d'objectifs. S'agissant du sujet qui est le mien, je vais peut-être par exemple citer la programmation pluriannuelle de l'énergie, la stratégie nationale bas carbone, qui sont des documents qui ont été pensés pour permettre d'assurer un pilotage de suivi de l'application de l'accord de Paris et pour permettre à la France et donc également aux acteurs économiques qui évoluent en son sein de maintenir la trajectoire d'une neutralité carbone à l'horizon 2050. Du côté des entreprises ensuite, et plus globalement du monde économique, selon une étude réalisée en 2022 par la Banque publique de l'investissement, il y a également une forme de prise de conscience, en tout cas une accélération de la prise de conscience de ces enjeux-là, de l'impact environnemental des entreprises, en tout cas une prise de conscience de la part des dirigeants de ces entreprises-là, de leur impact environnemental, car selon cette étude, au moins 80% des chefs d'entreprise ancrent de plus en plus l'enjeu climatique dans leur stratégie d'entreprise, qu'il s'agisse d'anticiper les impacts du changement climatique sur le fonctionnement de leur société, d'améliorer la résilience ou encore de réduire leurs émissions carbone. Le second constat, donc le second élément de contextualisation de mon interrogation a trait cette fois-ci aux raisons de cette prise de conscience accélérée de l'urgence, en tout cas de la question climatique dans le monde de l'entreprise. Alors, ces raisons sont évidemment diverses et mon propos ici ne vise pas à en faire un inventaire, mais on peut au moins postuler que ces raisons peuvent tenir au moins à trois facteurs. Le premier, c'est peut-être par conviction, on l'a dit, pour nombre d'entreprises, de chefs d'entreprise en particulier, s'engager dans une démarche de décarbonation peut résulter d'une démarche éco-citoyenne qui est tout à fait vertueuse et il faudrait parfois le reconnaître et le saluer. Par contrainte aussi, surtout par contrainte, parce que cette prise de conscience peut également avoir des conséquences majeures sur la trajectoire de décarbonation du pays tout entier, parce que là encore, selon la même étude que j'ai citée, on estimerait entre 27 et 32% l'empreinte carbone française, la part de l'empreinte des PME et ETI dans l'empreinte carbone française de manière générale. Donc c'est aussi pour cette raison que les différents documents d'objectifs que j'ai cités vont essayer de mettre en œuvre, en tout cas, une économie bas carbone dans différents secteurs d'activité.
Et ces orientations sectorielles, on a pu le voir, sont parfois incitatives, mais sont de plus en plus contraignantes également. La troisième raison, c'est peut-être aussi par pur opportunisme, enfin parce que la décarbonation peut représenter une opportunité pour les entreprises de se développer de manière durable, en réduisant leur coût de production et d'exploitation, en améliorant leur image de marque et donc leur réputation, en se saisissant donc de la même occasion d'opportunités de développement qu'offre l'économie verte. Au regard de ce double constat, on peut donc considérer que la décarbonation est nécessairement une démarche vertueuse, une démarche qui, si elle est volontaire de la part des entreprises, rencontre un écosystème normatif, et à ce titre-là, il n'y a pas de prise de risque possible. À tout le moins, une prise de risque mesurée de la part des entreprises qui s'engagent dans une démarche de décarbonation. Puisque l'entreprise de décarbonation permet de répondre aux enjeux de conformité, mais aussi permet offre à plusieurs titres des opportunités de développement et de croissance pour l'entreprise. Donc à ce stade, la réponse à la question que je me suis posée appelle nécessairement une réponse négative. Il n'y a pas de prise de risque possible puisqu'il y a une rencontre entre un écosystème qui est favorable à la décarbonation et il y a également une volonté, un engagement en tout cas des entreprises à aller vers la décarbonation. La réalité n'est pas aussi simple que cela, puisque la même étude que j'ai citée révèle que 70% des dirigeants des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire considèrent que la décarbonation est plutôt pour eux synonyme de risque et de désavantage, au moins à court terme. Alors, j'ai entrepris de vérifier cette représentation de la décarbonation dans du point de vue donc de ces entreprises-là autour donc de deux hypothèses que je vais maintenant essayer de présenter. Décarboner peut représenter une prise de risque pour l'entreprise. D'abord, je pense au regard de la qualité de la norme. Il était question de norme depuis tout à l'heure. La qualité de la norme qui tient notamment par deux problèmes en fait, qui sont pas propres au droit de la transition éco-énergétique, mais qu'on peut rencontrer dans différents pans de notre système normatif. C'est l'instabilité et l'imprévisibilité du dispositif normatif qui va dicter la trajectoire de décarbonation. Donc à ce titre-là, l'inflation normative constitue un facteur de prise de risque pour l'entreprise qui s'engage dans une démarche de décarbonation, dans la mesure où ces dispositifs-là sont parfois contradictoires, en tout cas véhiculent des injonctions contradictoires qui ne facilitent pas la prise en compte, en tout cas dans la définition d'objectifs de décarbonation au sein même de l'entreprise, mais surtout dans la conception d'une offre de produits ou de services qui doit répondre justement à ces enjeux, à ces injonctions contradictoires. En guide d'illustration, j'ai retenu un domaine que je connais, que je pratique, c'est celui globalement du droit de l'immobilier public et privé, mais davantage du droit de l'urbanisme, qui est quand même, je pense, le terreau de cette inflation normative, avec les mots qui vont avec en termes d'instabilité et d'imprévisibilité. Aujourd'hui, pour un opérateur économique, un porteur de projet, un maître d'ouvrage, pour mener à bien construire une offre de logement, par exemple, eh bien, on doit mobiliser à la fois les règles qui tiennent au code de l'urbanisme, au code de la construction de l'habitat, au code de l'environnement, et parfois et surtout toutes les règles relatives aux dispositifs fiscaux qui vont avec cette politique-là de logement. Ces dispositifs qui s'empilent peuvent aussi poursuivre des objectifs contradictoires. Là encore, un type d'exemple en matière d'urbanisme, aux objectifs assez classiques que sont la sécurité et la salubrité publique, ou encore la mixité sociale dans l'habitat. Aujourd'hui s'ajoutent des objectifs tels que celui du 8e mot de l'article L101-2 du Code de l'urbanisme, je cite, la prise en compte de la promotion d'une conception universelle pour une société inclusive dans l'offre de logement. Bon. Et j'ajoute cela la protection de l'environnement, la lutte contre le changement climatique, le zéro artificialisation nette des sols, ainsi de suite, qui sont là encore des objectifs qui sont pour le moins pas très tangible pour le monde économique, en tout cas pour les opérateurs économiques. C'est un facteur de risque dans la mesure où à la pluralité des objectifs s'ajoutent également des modifications successives de ces dispositifs-là. Depuis ces 5 dernières années, on a connu plusieurs dispositifs législatifs qui viennent rajouter de la norme en matière de construction, en matière d'urbanisme. Toutes ces normes qui sont censées décliner des objectifs du mieux construire sont surtout perçus dans la réalité opérationnelle comme des freins à la construction. La dernière illustration, je l'ai évoqué, ce sont les contradictions qui sont pour l'instant pas encore résolues
qui existent entre les objectifs ambitieux de construction, parce qu'il y a une crise de logement, et d'autres objectifs qui visent plutôt à lutter contre l'artificialisation des sols et qui, à terme, devaient amener à une absence d'artificialisation nette des sols, telle que prévue par la loi Climat et Résilience de 2021, par exemple. Donc, on regarde tous ces éléments. Pour notre opérateur économique, maître d'ouvrage, s'engager de manière proactive dans une démarche de décarbonation de son offre en prenant en compte ces directions parfois contradictoires prises par les politiques publiques, en proposant des matériaux ou des process de fabrication, de production bas carbone, peut supposer une gestion, à tout le moins une prise en compte anticipée de cette forme d'obsolescence environnementale qui, pour le coup, a des conséquences sur la réputation d'une telle entreprise. De la sorte, décarboner peut, à mon point de vue, constituer une prise de risque, pour cette entreprise. Le deuxième élément qui permet d'illustrer cette prise de risque-là, et donc de répondre non pas par la négative, mais plutôt par la positive à mon interrogation, c'est le facteur qui est lié plutôt à l'incertitude quant à la reconnaissance client envers des produits ou un modèle d'affaires qui est présenté comme respectueux globalement de l'environnement. Et sous ce rapport, c'est surtout le retour sur investissement à court terme qui peut constituer, à mon sens, une prise de risque pour une entreprise qui est engagée dans une démarche de décarbonation. Une telle démarche peut l'exposer à court terme à une dégradation certaine de sa marge, alors qu'elle aura consenti des investissements parfois lourds pour verdir son offre, pour verdir un produit ou bien un service qu'elle propose sur le marché. Donc, en ce sens, l'absence d'une réelle demande, ou en tout cas la possibilité, on l'a évoqué tout à l'heure, de mesurer, d'objectiver cette demande-là, constitue une prise de risque également et peut à terme nuire même à la compétitivité de l'entreprise. Comme exemple de ce dernier facteur-là, j'ai retenu par exemple dans le champ de la commande publique la question assez récurrente du localisme dans l'achat public. On sait que ces dernières années, en voulant faire de la commande publique un levier d'action pour la protection de l'environnement, les législateurs nationaux, mais aussi européens, a de plus en plus obligé les acheteurs publics à prendre en compte dans une dimension, à intégrer une dimension environnementale à chaque étape du cycle de vie des marchés publics, dans la définition des besoins, mais également en prenant en compte parfois des critères liés donc à la RSE dans l'attribution des marchés publics. Alors là, on dirait que le tableau est plus que parfait. Nos petites entreprises qui en général produisent local, en tout cas offrent des services plutôt ancrés sur le circuit court, le recyclage, le réemploi, trouvent là peut-être un levier de croissance en accédant à la commande publique qui représente quand même une part substantielle, en tout cas une part importante du PIB. La réalité là encore est tout autre puisque les principes fondamentaux de la commande publique, et notamment le principe de non-discrimination, s'opposent par principe à la prise en compte d'un seul critère géographique dans l'attribution des marchés publics. Autrement dit, notre petite entreprise du coin ne pourra pas se targuer de sa démarche vertueuse, en tout cas de circuit court, pour prétendre répondre à un marché public de restauration collective de l'école du coin, dans la mesure où, elle sera mise en concurrence avec d'autres acteurs. Et le critère environnemental, même s'il est pris en compte, il doit être pondéré avec d'autres critères, notamment celui de l'offre économiquement la plus avantageuse, qui ferait qu'au final, l'offre qui sera retenue par la commune ne sera pas nécessairement l'offre écologiquement avantageuse, mais peut-être les contraintes de trésorerie feront que ce sera l'offre économiquement seulement avantageuse. Voilà là une illustration d'une rentabilité incertaine, d'une démarche de décarbonation par exemple. Donc face à ces enjeux-là de court terme, qui sont liés pour les entreprises par exemple à un maintien de leur santé financière, à l'acquisition, en tout cas en matière de part de marché, au maintien d'emploi, décider d'opérer une transition bas carbone peut constituer une prise de risque certaine pour l'entreprise, dans la mesure où, ça peut à terme nuire aussi à sa compétitivité. Je terminerai quand même par une petite note optimiste en indiquant que si ces obstacles-là sont effectivement dépassés et pris en compte, la décarbonation, à n'en pas douter, offre naturellement à l'entreprise un coup d'avance sur la concurrence, surtout dans un nouveau levier commercial également, puisque tel semble être le sens de l'histoire. Donc il y a tout intérêt pour les petites et moyennes entreprises à s'engager dans cette dynamique-là. Voilà. Merci, cher maître, bravo. Et merci de nous avoir redonné un petit peu de temps de parole, puisque vous aviez encore 1 minute 25 devant vous, mais on l'utilisera pour les questions.
Alors, vous mettez la barre très haute pour notre dernier intervenant ce soir, Jean-Philippe Mecker, maître de conférence HDR en sociologie à l'Europe Université. Je suis devenu professeur, mais c'est pas grave. Merci. Donc, je tiens à remercier bien sûr Karine de m'avoir invité ce soir, et puis également mes collègues là, pour leur excellente présentation. Bon, évidemment, je vais tenir un autre discours, puisque en tant que sociologue, mon angle d'attaque sera légèrement différent. Je remercierai également notre chaîne publique France 2 pour avoir diffusé mardi soir, il y a 48 heures, cet excellent film de Stéphane Brisé qui s'appelle Un autre monde, dans lequel on voit comment la branche française d'une multinationale américaine s'assoit littéralement sur les valeurs qu'elle prétend défendre par ailleurs, en passant son temps à dégraisser les effectifs, en intensifiant le travail, en provoquant des accidents du travail catastrophiques pour les salariés. Alors, évidemment, la RSE a des motivations économiques, parce qu'il s'agit de rendre attractif l'entreprise, en tout cas le plus possible, mais il me semble que ce n'est pas la seule motivation. La RSE est d'envergure stratégique. Autrement dit, il s'agit de présenter un récit, un nouveau récit de l'entreprise, dans un contexte qui, depuis 30, 40 ans, est doublement marqué à la fois par une dégradation globale des conditions de travail dans les entreprises et également par la crise climatique et environnementale que nous connaissons et qui est très bien documentée depuis plusieurs décennies. Donc d'un côté, le travail est maltraité ou maltraitant. De l'autre côté, notre environnement global est dans une situation pour le moins atteint. Les collapsologues eux-mêmes disent que peut-être que dans quelques années, on assistera à l'effondrement de notre système dans sa globalité. Alors, je n'irai pas jusque-là, puisque je ne suis pas Madame Soleil. Mais voilà, on est confronté à cette double réalité. Et face à cette double réalité, il me semble que les entreprises, de façon générale, ont souhaité porter un discours un peu plus enthousiasmant, peut-être à la fois pour rassurer notre société, puisque vous l'avez bien dit tout à l'heure, les entreprises se mettent aussi dans le vide créé par le retrait de nos États-providence, et donc elles ont un rôle à jouer pour qu'on continue à faire société. Donc, à la fois, il s'agit de mobiliser les salariés en interne, en leur donnant l'envie de travailler dans leur entreprise, en les mobilisant. Donc la RSE, à mon avis, a un objectif de mobilisation, donner ce sentiment d'appartenance, et puis en même temps montrer au reste de la société qu'elle s'implique pour le bien-être et l'intérêt général. Alors, je ne reviendrai pas sur les multiples dimensions que j'avais eu l'occasion de présenter lors du colloque que vous avez organisé à Angers. Il s'agissait un peu d'une liste à la Prévert. D'ailleurs, vous y faisiez mention tout à l'heure. On y trouve dans chacun des registres beaucoup de choses. Et plus le temps avance, plus on ajoute des briques à ces différentes dimensions. Je ne ferai que les rappeler. Il y a bien la thématique de l'entreprise citoyenne, donc qui correspondrait véritablement à la responsabilité sociétale. Donc c'est à la fois s'occuper de la formation professionnelle de jeunes qui sortent du système scolaire sans aucune formation, c'est prendre en charge des anciens détenus dont on ne sait pas trop quoi faire, etc., etc. La responsabilité sociale, évidemment, améliorer les conditions de travail, améliorer le dialogue social, veiller à ce que le droit du travail soit respecté. On a également la responsabilité environnementale, je n'y reviendrai pas puisque ça a été largement développé à l'instant avec toute cette problématique, comment on fait pour décarboner le plus rapidement notre mode de production. Et puis il y a un quatrième registre qui est celui de l'éthique. Alors là aussi, c'est un petit peu
une notion, j'ai envie de dire, fourre-tout, hein, puisque à la fois il s'agit de respecter les normes fiscales d'un pays, mais c'est aussi veiller à ce que l'activité ne favorise pas le maintien au pouvoir d'un dictateur. C'est aussi faire en sorte que les enfants ne soient pas utilisés pour travailler dans des conditions difficiles. Tout ça, ça rentre dans l'éthique et on voit bien que le champ est immense. Enfin, peut-être le registre de la qualité, hein, qui est transversal à toute activité aujourd'hui économique. Hein. Alors, cette notion de qualité, on la trouvait déjà dans le taylorisme, mais évidemment, elle a été réactivée puissamment par le toyotisme ces dernières décennies, et parce qu'elle, en quelque sorte, se part de toutes les vertus, hein, à la fois amélioration des conditions de travail des salariés, bien-être pour tous. Qui peut s'opposer à la qualité? Personne. Alors, à partir de là, quand on regarde précisément ce que font les entreprises de cette RSE, et notamment les grandes, on peut dégager une sorte de typologie. Donc, je me suis porté à cet exercice qui est un peu délicat. Je prétends pas que la typologie que je vais vous présenter est exhaustive, mais quand même, on retrouve 3 ou 4 types de pratiques, de comportements vis-à-vis de la RSE. Alors, il y a le premier positionnement que je caractérise ou qui est caractérisé par une vraie contradiction entre le discours affiché, y compris d'ailleurs sur les sites internet des entreprises en question, et la réalité des pratiques. Et donc ça, c'est particulièrement vrai dans le registre de la responsabilité environnementale. Donc rassurez-vous, je ne citerai aucune entreprise dans le registre pétrolier notamment. Je ne veux pas m'attirer des ennuis. Après, alors certains auteurs parlent de greenwashing. D'ailleurs, au colloque d'Angers, je me souviens d'une collègue qui a carrément utilisé le concept dès le début de son intervention. Et je pense qu'effectivement, là, on est possiblement dans le greenwashing. Hein, c'est-à-dire, on fait croire à des choses qui n'existent pas. Et donc ça, c'est très embêtant pour la société en général. Mais à terme, je pense que c'est très embêtant également pour l'entreprise qui pratique ce greenwashing. Deuxième positionnement, ce serait celui qui concerne des entreprises dont le respect des engagements est plus ou moins évident selon les registres. Autrement dit, il y a des efforts réels dans certains registres qui sont tout à fait palpables et appréciables. Et puis, il y a d'autres domaines où c'est moins vrai. Je pense notamment à certaines entreprises de haute technologie qui peuvent faire véritablement un travail dans le domaine environnemental, mais par contre qui sont carrément très critiquables sur le plan notamment de l'éthique, hein, et le fait qu'elles ne payent pas leurs impôts, ou en tout cas le moins possible. Enfin bon, vous connaissez la suite. Et puis enfin, il y a un troisième positionnement qui correspondrait aux entreprises qui véritablement ont une politique et une stratégie RSE avec une pratique très très proche de ce qui est affiché. Donc on espère que cette troisième catégorie devienne majoritaire. Mais à mon avis, on en est encore assez loin. Alors pour conclure, je dirais globalement que les dirigeants, et notamment ceux des grandes entreprises, sont parfaitement conscients que les progrès accomplis sont étudiés à la loupe par les spécialistes, comme vous, mais aussi, j'ai envie de dire, par tous les journalistes d'investigation, les collectifs militants, environnementaux ou pas, qui, en fait, rappellent à l'ordre tout écart entre l'affichage et la réalité des pratiques. Et donc, comme on est encore dans des sociétés démocratiques, on peut penser que cette surveillance de la société civile, mais aussi des médias, va dans le bon sens, hein, puisqu'elle leur rappelle aux dirigeants, attention, vous êtes engagés sur tel ou tel point, là, ce que vous faites, ça va à l'inverse de ce que vous nous racontez. Donc, d'une certaine manière, et je terminerai par cette remarque, d'une certaine manière, les entreprises sont tiraillées, puisqu'on est quand même dans un système qu'il faut qualifier de capitaliste, hein, un chat est un chat. Les entreprises sont tiraillées finalement entre deux grands paradigmes.
celui de la recherche des gains de productivité, de la performance, mais aussi du profit. Et puis, d'un autre côté, celui, aujourd'hui, du respect des droits, de l'éthique, de la transparence, de l'environnement. Et on voit bien que l'articulation de ces deux paradigmes est une affaire compliquée. Et donc, aujourd'hui, voilà, les grandes entreprises, et sans doute peut-être aussi les PME, se retrouvent un peu à la croisée des chemins. Alors, les pessimistes vont vous dire mais tout ça, c'est du blablabla. Frédéric Lordon serait en face de moi, il dirait c'est du foutage de gueule. Et puis, d'autres, plus optimistes, considèrent que effectivement, il y a une nouvelle marge de manœuvre qui s'est ouverte depuis 20-30 ans et que il faut, alors là je parle sous le contrôle des spécialistes, hein, de l'émergence réelle de cette notion et de ce droit de la RSE, mais voilà, il y a aussi une vision un peu plus optimiste qui considère qu'il faut justement utiliser ces marges de manœuvre pour faire en sorte que les entreprises aillent plus vite et aillent plus loin, parce qu'effectivement, comme disait le président Chirac, la maison brûle. Merci. Merci à vous. Alors, merci à vous, d'autant plus que là vous êtes un exemple en termes de gestion du temps, hein, puisque vous avez tenu 10 minutes, mais il n'en fallait pas plus, puisque vous avez balayé un sujet large et vous avez apporté un éclairage encore nouveau sur le sujet. Alors, on va peut-être prendre le micro, peut-être essayer de le libérer. Je ne sais pas si on peut. Allez, soyons audacieux. Comme ça, on va essayer de le faire tourner. Bravo, quelle maîtrise. Alors, le fil est court, mais on va pas essayer de trop tirer dessus. Donc, il me revient, puisqu'on a 30 minutes de questions, du coup, alors des questions que Karine et moi, on va poser peut-être aux différents intervenants successivement, en rebondissant sur leur intervention. Et puis, puisque on a un public, hein, peut-être que dans le public, on aura des personnes qui souhaiteront, elles aussi, rebondir sur ce qu'elles ont entendu ou participer à l'enrichissement de la réflexion. Alors, je vais peut-être prendre les choses dans l'ordre inverse, hein, pour pas que vous soyez à nouveau le dernier à parler, chers collègues, monsieur le professeur, puisque dans ce que vous avez dit, moi je me suis demandé, puisque bon, effectivement, l'idée de départ de la responsabilité sociale des entreprises, hein, je l'ai dit dans mes propos introductifs, c'est une espèce de renversement de perspective. C'est-à-dire que le rôle de l'entreprise, c'est plus simplement de faire du profit. On estime qu'il est plus large que ça. Alors c'était l'idée, comme je l'ai dit, de Poliani, qui à l'époque était plutôt en termes de justice sociale, hein, et puis qu'on a réutilisé en quelque sorte dans le contexte de la transition écologique. Et c'est vrai qu'intellectuellement, c'est une idée qui est séduisante, puisque au fond, ce qu'on veut faire, c'est s'appuyer sur la logique, l'effet domino et multiplicateur du marché pour accélérer l'adaptation des comportements collectifs et individuels face aux défis qui nous attendent. Voilà, c'est ça, hein, l'ambition. Donc effectivement, je pense que là, on peut dire que c'est une ambition qui fait consensus. Tout le monde souhaite que ça puisse aboutir. Mais ça, c'est l'idée, et maintenant, on est face au défi de la mise en œuvre pratique. Et notamment, moi, il y a quelque chose qui m'interroge, c'est que pour que ça marche, vous le dites vous-même, il faut que les médias, jouent leur rôle en dénonçant en quelque sorte les entreprises qui trompent, hein, les consommateurs. Sauf que dans le même temps, on sait bien qu'il y a des pays dans le monde où la liberté de la presse n'existe pas. Et on a des pays dans le monde où la liberté de la presse existe, mais subit un phénomène de concentration d'entreprises, de sorte que certains médias deviennent dans le même temps des danseuses pour millionnaires ou milliardaires. Et donc, est-ce que ce phénomène de concentration médiatique, finalement, est pas un obstacle dans le chemin du succès de la RSE? Je sais pas si vous avez un avis sur la question. Alors, faut pas trop tirer dessus. Oui, bah, bien sûr. Je pense que tout le monde a bien compris l'allusion que vous faisiez à l'instant sur la concentration des médias et le rachat
même de grands groupes par le même individu. Donc ça, c'est effectivement quelque chose de néfaste, hein, par rapport justement à ce que je disais, laisser la possibilité à la presse, y compris la presse grand public, hein, de faire son travail d'investigation et de surveillance. Là, vous avez appris quand même aujourd'hui que les fameuses eaux minérales qui appartiennent au groupe Nestlé seraient en fait largement contaminées par des substances qui sont pas du tout bonnes pour la santé. Alors, j'ai pas encore eu le temps de regarder de très près qui est-ce qui est à l'origine de cette révélation majeure, parce que ça veut dire que depuis des années, on nous raconte des histoires comme quoi il faut mieux boire de l'eau en bouteille en plastique plutôt que l'eau du robinet. Manifestement, voilà, la presse et la science aussi montrent que l'affaire est beaucoup plus complexe que cela. Donc, bien sûr, vous avez tout à fait raison, hein, il y a à la fois le danger quand il y a absence de médias, on va dire, divers. C'est le cas dans un certain nombre de pays, et malheureusement de très grands pays, hein, la Chine, la Russie, et j'en passe quelques-uns. Et puis, aujourd'hui, effectivement, la concentration médiatique peut aussi représenter un vrai danger. Donc, il faut défendre les espaces qui, justement, continuent d'être autonomes financièrement. Alors, je ne ferai pas de publicité pour le journal sur Internet, hein, que vous connaissez, mais c'est important que ça existe. Effectivement. Alors, je pose la question parce que... Merci. Je posais la question parce que finalement, on pourrait transposer ce risque de capture finalement des lanceurs d'alerte indépendants à d'autres institutions. Notamment, le débat existe aussi à l'université, hein, puisque avec les coupes budgétaires qui seront faites dans les budgets de recherche publique et l'invitation qui est faite aux chercheurs de fonctionner par des financements sur appel à projet, d'une certaine façon, il y a un risque aussi de devenir parenthèse captif, hein, de certains opérateurs économiques, ce qui pourrait aussi conduire la recherche à manquer d'indépendance ou d'impartialité sur l'analyse de certains faits, hein, objectifs. Donc c'est en ce sens que effectivement la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est peut-être une première limite pratique, alors qui n'est pas insurmontable, mais dont il faut avoir conscience pour que la RSE puisse vraiment tenir ses promesses, parce que ça ne peut marcher que si effectivement il y a une espèce de transparence de l'information qui est assurée au sein des sociétés démocratiques, mais également au-delà. Donc, ça fait déjà deux défis de taille. Merci, chers collègues. Alors, je vais enchaîner avec une question pour vous, cher maître. Parce que finalement, ce que vous mettez en lumière d'une certaine façon, c'est une espèce de non-dit, hein, de la responsabilité sociale des entreprises. Parce que c'est vrai que, comment dire, il y a de l'ordre du récit, hein, derrière. C'est-à-dire que c'est un nouveau discours qu'on a forgé pour rendre désirable le marché peut-être aux citoyens en lui assignant donc une mission de satisfaction d'intérêt général. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que le non-dit, c'est pour les opérateurs économiques, il y a aussi un certain darwinisme économique qui est à l'œuvre et qui est organisé. Là, pour le coup, par la règle de droit, de façon presque cynique, par le pouvoir politique. C'est-à-dire que les prises de risques que vous avez citées, qui sont véritablement réelles, en réalité, ça, ce sont des choses qui, par les auteurs des normes, sont bien perçues, en réalité. Mais au fond, c'est la logique même du marché. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où en face de nous, on a des capitalistes qui ne renoncent pas à l'idée que leur moteur, c'est la quête du profit, finalement, on leur dit, on crée un cadre juridique qui continue de vous permettre de faire du profit, mais à condition que le profit serve également d'autres fins d'intérêt général. Et après, au fond, c'est le plus fort, ou les plus adaptables, je sais pas ce qu'il faut dire, qui vont survivre. Hein. Par contre, je pense que l'évolution juridique, elle est pas si instable que ça. C'est-à-dire que dans le sens où le principe de sécurité juridique est en train de changer de signification. Hein. C'est-à-dire qu'on part d'une conception du principe de sécurité juridique héritée des années 70 où c'était la stabilité du droit, à une conception où ça devient la prévisibilité de l'évolution du droit.
Et la prévisibilité, finalement, on la connaît, puisque c'est l'accord de Paris, hein, c'est l'objectif d'un réchauffement qui est maintenu entre 1,5 et 2 degrés. Et au fond, puisque vous êtes publiciste comme moi, le contrôle de trajectoire qu'a inauguré le Conseil d'État, c'est ça, hein, c'est de dire, voilà, il faut vérifier que les politiques publiques sont sur la trajectoire de l'accord de Paris. Donc ça, je dirais, les opérateurs économiques peuvent pas se plaindre du fait que la trajectoire, ils les connaissent pas, d'autant plus qu'il y a quand même la planification écologique qui a été opérée, qui est une autre feuille de route, hein, en réalité, bon, qui était déjà à l'œuvre, ça existait déjà. La seule différence, c'est qu'on lui a donné plus de visibilité en faisant remonter sa gestion au niveau du Premier ministre. Mais au fond, quand vous réfléchissez en matière d'urbanisme, les documents d'urbanisme, c'est aussi une forme de planification, hein, sur le temps. Le zéro artificialisation nette en fait partie. Donc, de ce point de vue-là, la trajectoire, on la connaît. Mais après, le risque, c'est que, comment dire, les opérateurs économiques, là, pour le coup, sont pris face à leur propre contradiction parce que ils veulent les bienfaits de la logique capitaliste sans finalement les inconvénients. Peut-être en commençant par le second point, c'est vrai que oui, la sécurité juridique aujourd'hui est définie en tenant compte de ces enjeux-là, de réchauffement climatique, de la trajectoire qui est connue et qui est celui des accords de Paris, comme vous l'avez évoqué. Il y a un bémol dans ma réflexion, hein, parce que le cadre ne nous permettait pas de développer, mais quand j'évoque l'exemple du secteur immobilier, on sait aujourd'hui que l'objectif de réversibilité, par exemple, qui est pris en compte dans la construction des bâtiments, dans la consommation énergétique, tout ça participe également de cette prise en compte-là. Donc oui, c'est intégré, mais la difficulté, c'est à quelle échelle et surtout à qui profite justement cette capacité d'adaptation-là et de prise en compte et d'anticipation. Pour les acteurs dont on parle depuis cet après-midi, la difficulté, elle est réelle, hein, d'anticiper et de prendre en compte ces évolutions-là. Alors, même si aujourd'hui elles tendent à se stabiliser, mais c'est un fait quand même que aujourd'hui, entreprendre un projet, même de taille dimension très très moyenne, hein, ça peut représenter une véritable difficulté au regard de ce que j'ai appelé l'empilement de normes qui est perçu comme des contraintes opérationnelles en quelque sorte. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs, il y a des mécanismes juridiques qui permettent de prendre en compte, d'anticiper ces difficultés-là, de faire en sorte que justement ces projets-là et ces opérateurs-là soient résilients dans la façon dont ils doivent se mettre en accord avec ces objectifs-là. Ça, c'est évident. Et sur le premier élément, la construction d'un discours, d'un récit dans lequel eh bien les opérateurs économiques participeraient de la satisfaction de l'intérêt général. Oui. Je pense que la question du greenwashing a été évoquée, mais je pense qu'on peut également, de manière un peu inversée, dire que du point de vue de l'État et des autorités qui produisent des normes, on peut considérer qu'il y a une forme de greenwashing aussi, de donner le sentiment qu'on fait, mais en ne tenant pas compte des réalités et des difficultés dans lesquelles on expose les opérateurs économiques. Ça, c'est tout à fait... Enfin, je pense que sur le plan social, hein, les crises récentes ont permis d'en témoigner. Oui, l'État français a été plusieurs fois condamné pour non-respect de ses engagements en matière climatique. Alors là, il y a un petit progrès puisque en 2023, il y aurait eu une réduction de 4%, je ne sais plus combien, face à un objectif qui est de 6%. Bon, donc c'est plutôt positif, mais voilà, le chemin reste quand même assez long. Donc, vous avez raison de signaler que même l'État ne respecte pas toujours ses engagements. Alors, ça rejoint la question que je voulais poser à Émilie Gicchio, parce que vous avez bien formulé la dynamique qui est à l'œuvre. Moi, je suis convaincu, comme vous, qu'en réalité, il y a une espèce de stratégie à deux temps qui est organisée par l'État, par les États, puisque c'est pas que l'État français, finalement, c'est emporté, d'ailleurs, c'est ce qui a été dit, du monde anglo-saxon à l'origine. C'est-à-dire que quand on regarde bien l'évolution, dans un premier temps, c'était de l'incitatif, on était sur du droit mou, c'était la fameuse norme ISO 26000, je crois. Et puis, une fois que, au bout d'une dizaine d'années, les grandes entreprises avaient acculturé, alors
peut-être pour certaines à des fins de marketing commercial, mais la bonne surprise, ça, chers collègues, vous avez bien fait de le souligner, finalement c'est trop réducteur de partir du principe que c'est le pari de toutes les entreprises, parce qu'en réalité, la réalité est beaucoup plus complexe. Vous avez des opérateurs économiques, notamment ceux qui finalement misent sur la véritable économie verte, mais pas au sens de greenwashing, une véritable économie décarbonée qui arrive à concilier les impératifs économiques, écologiques et sociaux. Donc, voilà, on est parti de l'incitatif. Une fois que c'est ancré, il y a une culture qui a commencé à se développer, on arrive sur du coercitif, c'est la liste, et puis la liste s'allonge, et puis là encore, on retrouve quand même la magie du droit de concilier des contraires, la double injonction contradictoire est réelle, c'est vrai, mais là encore, après, on se dit, on essaye, je pense que c'est des ballons d'essai, et puis après, peut-être qu'il y a des opérateurs économiques ingénieux qui arriveront à trouver la solution, la formule qui permettra de concilier ces contraires. Et puis, si ça aboutit, tant mieux. Si ça aboutit pas, on se retrouve, comme dans le mouvement des agriculteurs, à une espèce de fronde qui peut conduire à une espèce de mouvement de reflux, mais qui peut aussi être le préalable à d'autres réformes, peut-être mieux pensées, plus réalistes, etc. Mais dans tous les cas, moi, je me suis demandé en vous écoutant, si on n'essayait pas aussi de mettre en concurrence le secteur privé et le secteur public, parce que la RSE, les entreprises publiques y sont aussi soumises. L'Agence de participation de l'État, vous le savez, a inclus la responsabilité sociale des entreprises dans ses bilans annuels. Et au fond, on sait que les grandes entreprises publiques, je sais pas, j'ai pas les chiffres en tête, mais sur les 100 plus grosses entreprises du monde, 50% sont des entreprises publiques. Et donc, ce sont des entreprises qui ont un effet d'entraînement important sur l'économie, ne serait-ce que parce que certaines sont des entreprises du domaine énergétique. Donc, tout le monde a vu avec la crise de l'énergie quel pouvait être, leur rôle dans la compétitivité d'une économie nationale. Et donc, à partir de là, est-ce que d'une part, la RSE qui s'applique de la même façon aux entreprises privées et publiques, c'est pas une façon aussi d'inciter les entreprises privées à s'y mettre, parce que sinon, c'est les entreprises publiques qui risquent de leur faire concurrence et de prendre les parts de marché. Première question. Et puis, deuxième question, dans tous les cas, ça pose la question des mécanismes de contrôle, d'évaluation à la disposition des États pour s'assurer que la RSE soit bien mise en œuvre. Puisque si je reprends la typologie du professeur Melchior, finalement, il y a un type d'entreprise qui pose pas de problème, c'est ceux qui jouent parfaitement le rôle de la RSE, mais il y a deux types, qui peuvent poser problème, ceux qui jouent pas complètement le rôle et ceux qui veulent pas du tout jouer le rôle de la RSE. Voilà. Mais parce que moi j'ai fait une enquête de terrain où j'ai identifié des chefs d'entreprise comme ça qui disaient le but du jeu c'est de faire semblant d'en faire pour pas en faire. Bon, et sachant que un chef d'entreprise m'avait expliqué que la RSE, il gardait ça entre ses mains, il n'y avait pas de délégué RSE dans son entreprise, comme ça, il maîtrisait tout. Et puis, voilà. Alors, par contre, ça lui jouait des tours parce que il avait des contrats avec une grande entreprise et il a perdu une certification AFNOR, et donc, du coup, la grande entreprise, quand elle a constaté ça, a dit qu'elle ne pouvait plus contracter avec lui. Donc, il y a quand même, effectivement, ce type de mécanisme. Mais est-ce que vous avez identifié, vous, des moyens de contrôle, d'évaluation efficaces? Alors, pour la concurrence, je suis navrée, mais pour la concurrence entre le secteur privé et public, je ne saurais vous le dire. Vraiment, je pour être tout à fait honnête, même jamais posé la question est-ce que la RSA aurait pour ambition de contraindre le secteur privé à être davantage vertueux pour ne pas perdre des parts de marché à l'égard des entreprises publiques. Ça, j'en ai pas la moindre idée. Concernant les moyens de contrôle, ils existent, mais tout simplement en appliquant le droit des contrats classique, puisqu'à partir du moment où une société se dote de cette fameuse raison d'être, bien la raison d'être est dans les statuts sociaux, c'est un contrat, et quand bien même la clause serait nébuleuse, on part de l'idée en droit des contrats que si on stipule quelque chose, c'est qu'on souhaite que la clause produise un effet. Donc, en cas de difficulté d'interprétation, on part de cette idée que
les personnes, les individus sont normalement raisonnables et que s'ils ont écrit quelque chose, c'est qu'ils voulaient qu'un effet soit produit. Donc devant une juridiction, si on dit mais voilà, telle entreprise n'a pas respecté cet engagement qui est dans cette raison d'être, bien ils ne pourront pas se retrancher derrière cette idée de dire oh mais la clause n'est pas claire. On leur dira oui. Alors certes il y a une erreur de rédaction, mais vous vouliez faire produire un effet. Et puis certaines PME, alors je disais que bon, c'est massif, ça ne peut pas être massif parce que j'ai regardé ce matin, on a 1500 sociétés à mission, un petit peu plus aujourd'hui. Or, j'expliquais qu'il y a pratiquement 4 millions de PME. Alors, on est loin de 4 millions de sociétés à mission. Mais dès lors qu'on adopte ce statut de société à mission, on a tout de même de véritables contraintes pour conserver ce label de société à mission. Et on a un contrôle qui doit être opéré par une autorité indépendante. Et je pense que c'est par ce biais que progressivement, les entreprises seront contraintes de respecter les engagements qu'elles s'imposent à elles-mêmes d'abord, mais aussi volontairement, par conviction, mais aussi qu'elles s'imposent à elles-mêmes pour rester compétitives à l'égard de leurs concurrents qui tous ont pris ces engagements, vous voyez. Et ça peut prendre du temps, alors sans doute trop, mais je crois qu'on se dirige vers ça. Oui, parce que en fait, le cœur du problème, c'est le facteur temps, effectivement. C'est-à-dire que là, l'échéance, c'est 2050, et on est déjà en 2024, donc ça va venir très vite, parce que moi, j'entends bien, effectivement, c'est un contrat, mais on constate le comportement des grandes entreprises multinationales sur ces questions-là. Souvent, ils jouent la procédure, en réalité. C'est-à-dire que quand il y a des procès, le but du jeu, c'est de faire traîner les procès le maximum de temps. Pendant ce temps-là, on continue d'engranger les bénéfices. Et puis, si on est condamné, en réalité, on paiera une amende qu'on aura négociée, puisque derrière, il y a aussi parfois le phénomène de chantage à l'emploi, où on explique, bah oui, mais l'amende ne peut pas être trop salée, parce que sinon, tu vas être obligé de licencier mes salariés. Donc, c'est là où, en réalité, moi, je me demandais si, voilà, les mécanismes qui sont hérités des paradigmes précédents sont encore adaptés finalement aux enjeux de la RSE aujourd'hui, et s'il y avait des réflexions en cours pour essayer d'inventer de nouveaux mécanismes, puisque par exemple, alors là, je me tourne maintenant vers Guido Hülsmann, puisque j'ai plein de questions pour vous en réalité en tant que juriste, puisque la relation du droit et de l'économie, c'est une relation qui est intime depuis longtemps, mais encore plus depuis les années 1970. Alors je dis ça parce que finalement depuis les années 1970, la pensée économique a acquis une espèce de dimension prénormative, c'est-à-dire qu'on constate que beaucoup de réformes juridiques ont d'abord été pensées par les penseurs économiques, et donc de ce point de vue-là, moi je me suis demandé, alors c'est vraiment une question de béotien, mais la RSE dans la recherche économique, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de la recherche économique orthodoxe, c'est-à-dire la recherche libérale ou néolibérale, pour faire simple, ou est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt rattaché à la recherche hétérodoxe? C'est plutôt hétérodoxe. Donc, vous n'aurez pas de chapitre sur la RSE dans les cours standards de microéconomie et de macroéconomie. C'est une niche, c'est une spécialisation comme économie de l'environnement ou économie. Oui, même économie du développement, c'est plus large. Et donc là, on peut toucher effectivement. Mais on va pas aborder la RSE typiquement. Dans un cours d'économie du développement économique, on pourrait, mais typiquement, ce n'est pas fait. Et pourtant, je crois que c'est la pensée économique comportementale, si je ne me trompe pas, qui dans le même temps a développé le concept de name and shame. Et on constate que le name and shame, c'est aussi une des pistes qui est utilisée aujourd'hui. Alors, dans le contexte de la crise énergétique, on l'a utilisé pour dénoncer les entreprises qui profitaient de l'inflation. Mais au fond, le name and shame, c'est aussi quelque chose auquel on pense pour obliger. De toute façon, je pense même que c'est la base de la réflexion sur la RSE. C'est le risque réputationnel. C'est au fond, on menace les entreprises de divulguer à l'opinion publique, aux consommateurs, les comportements qu'on juge nocifs. Alors quand je dis qu'on juge,
par hypothèse, la puissance publique, peut-être les associations de défense des consommateurs. Mais donc ça, le name and shame, c'est plutôt la pensée orthodoxe. Donc c'est finalement les États font leur course comme ça dans la pensée économique. L'État fait un peu son marché et n'hésite pas à concilier des théories contraires finalement au gré de ses besoins pratiques. Mais la discrimination contre telle entreprise qu'on n'aime pas, on n'aime pas les produits, pas les pratiques, et c'est tout à fait normal, mais ça fait partie du marché libre, effectivement. Mais name and shame, ça présuppose qu'il y ait une alternative supérieure. Prenez l'exemple de Volkswagen 2015. Donc il y a dénoncement, voilà, donc ils ont affiché des valeurs des émissions qui n'étaient pas réelles. Hein. Et pourtant le consommateur américain s'est pas détourné des véhicules Volkswagen. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de véhicule supérieur avec une moindre émission, etc. Donc finalement, ils sont restés là. Donc le name and shame fonctionne uniquement lorsqu'il y a une alternative supérieure. Et ça, évidemment, c'est le talon d'Achille de toute la politique RSE. Parce qu'elle vient de l'État, elle est imposée et coûte. Hein. Donc a priori, elle n'est pas dans l'intérêt de l'entreprise. Elle est peut-être dans l'intérêt du consommateur, mais encore, c'est un critère parmi d'autres. Hein. Parce que pourquoi est-ce qu'il y a des Lidl, pourquoi est-ce qu'il y a Aldi, etc. C'est parce que les gens n'aiment pas les produits écologiques ou bio, mais c'est parce que Lidl s'est mis aux produits biologiques. Oui, bon d'accord, mais le principe reste. Hein, donc il y a toujours un arbitrage à faire entre le budget et la qualité du produit. Voilà. Donc c'est un critère parmi d'autres. Et si on a une approche purement idéologique, on impose la RSE quoi qu'il arrive. Mais effectivement, on a les agriculteurs à Bruxelles, à Paris, etc. Et tant d'autres choses. Et c'est ça le grand problème de cette politique dans sa forme actuelle. Elle est étatique. Elle vient de l'État. On n'est plus au 19e siècle où il y a quelques grands entrepreneurs, des patrons, voilà, ils cultivent la RSE dans leur domaine. Et les socialistes aussi, Owens et d'autres, dans leur domaine, ils pratiquent la RSE. Donc là, c'est une véritable un argument de vente. Parce que justement, ça c'est volontaire. Là, c'est imposé. Et donc, la seule question que pose un entrepreneur aujourd'hui, c'est que est-ce que mes concurrents et votre contraint aussi? Parce que là, je veux jouer sur le même terrain. Et c'est bon, on s'adapte. Et celui qui perd, c'est le citoyen lambda. Et c'est pour ça qu'on a l'appauvrissement de la population lente, l'étouffement qui se fait en France, qu'on voit en Italie, qu'on voit en Espagne, qui est en train de se faire en Allemagne aussi. Et d'un autre côté, on a il y a juste les couches supérieures de la population qui s'en sortent, et il y a l'appauvrissement des couches populaires. Et ça, en tant qu'économiste, c'est ça qui me fait peur et qui me chagrine. Il faut aborder ça avec un grain de bon sens. Hein, il faut juguler un équilibre. Donc, on ne veut pas arriver coûte que coûte la transition écologique. On va pas la faire à ce rythme-là. On va pas la faire parce qu'on est les seuls à les faire à l'échelle mondiale. Vous regardez où ça se pratique, c'est en Europe occidentale et en Amérique du Nord, nulle part ailleurs. On va pas maintenir ce rythme jusqu'en 2050. Oui, alors c'est le point que vous souleviez, hein, c'est-à-dire la difficulté du point de vue économique à apprécier le risque réputationnel de l'entreprise, parce qu'on a l'impression que au fond tout ça c'est un peu expérimental. En réalité, les États tâtonnent effectivement dans la mise en œuvre. Il y a cette condition que pour que ça marche, faut que tout le monde s'y mette. Il faut bien de le rappeler, hein, c'est-à-dire non pas simplement les pays industrialisés, mais que ils puissent développer des technologies qui puissent après être utilisées par les autres pays en développement, de façon à ce que leur développement, ne trahisse pas en quelque sorte les progrès qui auront pu être faits dans les pays développés. Donc tout ça, c'est extrêmement complexe. Et au fond, c'est aussi l'aspect pari des choses, c'est-à-dire que on voit bien dans le discours politique depuis la crise sanitaire, tous les pays disent qu'ils veulent devenir les leaders de l'économie verte. Hein. C'est-à-dire que en France, on l'a entendu. Je crois que c'est Jean Castex, le premier dans son discours de politique générale, qui a ouvertement affiché l'ambition. Et puis moi, j'ai été au Canada et j'ai entendu Justin Trudeau dire que le Canada devait devenir le leader de l'économie verte. Je crois qu'aux États-Unis, l'expression a été utilisée. Donc effectivement, ça fait partie de la part de récit qui est utilisée pour essayer d'emmener les opinions publiques. Mais il y a la faisabilité pratique et
Mais là, on retrouve l'idée d'obstacle, effectivement. Comment est-ce que sur un marché mondialisé, qui plus est fractionné, maintenant, on peut faire en sorte que tous les États mènent la même politique pour assigner le même rôle à la responsabilité sociale des entreprises. C'est une équation qui reste complexe. Donc, ça suppose finalement d'être en capacité d'évaluer, de réévaluer les politiques régulièrement pour les ajuster, même si ça se fait dans la douleur, comme dans le cas du mouvement des agriculteurs. Mais après, la véritable difficulté, c'est toujours la contrainte de temps, puisque finalement, en soi, le fait que, comment dire, les réformes comme ça se fassent un peu par tâtonnement et soient pas parfaites du premier coup, c'est assez classique en réalité, dans l'histoire du droit, la réalité juridique. Mais voilà, la mauvaise nouvelle dans ce que vous avez dit, c'est voilà, le fait qu'on n'ait pas les outils d'évaluation du point de vue économique, parce que du coup, on revient à la question comment est-ce qu'on contrôle, comment est-ce qu'on mesure. Et ça, c'est peut-être pour Karine un sujet à explorer dans les conférences qui vont suivre, parce que je pense que les collègues qui arriveront à proposer des solutions concrètes à ces problèmes concrets, eh bien, là, mériteront le prix Nobel de la recherche socio-économico-juridique. Oui. Si je peux me permettre, je pense fondamentalement que nos petits gestes individuels, additionnés les uns aux autres, François Gémen dit c'est 40% de la solution. Donc il reste 60% après à assumer, et ces 60%, ça ne peut être obtenu que si les États imposent aux entreprises une orientation. Je ne dis pas par la coercition, on n'en est plus au plan quinquennaux de l'URSS, mais je pense que sans orientation fondamentale sur cette question, qui est elle-même fondamentale, puisqu'il y va de l'habitabilité de notre planète, on est fichu. Et donc, je ne crois pas du tout à la systématisation de la conscience des entreprises. Je pense qu'il y a des entreprises qui jouent le jeu, ça je n'en disconviens pas, mais ce n'est pas la majorité. Et donc, si les États ne jouent pas leur rôle de défendre l'intérêt général à l'échelle nationale et dans le cadre des COP à l'échelle mondiale, nous sommes mal partis. Alors, il y a ça, et puis après, il y a aussi le phénomène culturel, c'est-à-dire l'influence que les enfants peuvent exercer sur les parents, parce que ça aussi, c'était plutôt une bonne surprise, mais en parlant avec certains chefs d'entreprise, ils m'ont avoué être plus sensibles à ces questions environnementales depuis, finalement, que leurs propres enfants leur reprochaient, finalement, de faire du profit. Donc, effectivement, ça confirme l'importance, peut-être, du travail qu'on fait à l'université ou à l'école, d'une façon générale, puisque l'évolution des comportements se fera aussi par l'éducation. Alors, comme il nous reste peut-être encore 5 minutes pour des questions, je ne sais pas si dans le public, certains veulent prendre la parole. Peut-être Franck Laurent, qui est le directeur de Diagonale et le directeur adjoint de la MSH, puisqu'il nous fait l'honneur d'être ici ce soir, veut dire un petit mot rapide ou réagir d'une façon ou d'une autre. Oui, je vais vous poser une question provocatrice, mais indirecte, c'est pas moi le provocateur. Je ne me souviens plus, je suis plus sûr de me souvenir, en tout cas, de l'auteur de la formule. Je crois que c'est Friedman. Mais donc, en tout cas, qu'est-ce que vous répondez donc, un grand économiste, je crois que c'est Friedman, je ne suis plus sûr, qui disait dans les années 80, je crois, le seul devoir social d'une entreprise, oui, c'est de payer ses impôts. Alors j'ai commencé par là tout à l'heure, je l'ai cité, c'était en 1970, je crois que c'était le New York Times, mais peut-être... Oui, alors Friedman, bien entendu, il disait ça dans un contexte où il était justement question de RSE, imposer la RSE aux entreprises, parce qu'il y a le débat aux États-Unis depuis les années 50. Et donc dans ce contexte, donc il publie cet article, je ne sais plus dans quel, mais c'était un quotidien. La seule responsabilité pour les entreprises, faire les profits. Alors je dirais que oui, ça se justifie dans une société bien ordonnée où les responsabilités sont claires pour chacun. Donc ça se justifie à ce moment-là. C'est un peu léger dans une société où il y a plein d'injustices, etc. Mais le problème, pour moi, le problème est ailleurs. Le problème principal est ailleurs. Le problème, c'est que foncièrement, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur ce qui est juste et injuste.
Hein, donc là, on a parlé de la RSE, la transition écologique, etc. Par exemple, il y a un consensus très fort en France, en Europe occidentale sur ces questions. Il n'est pas universel. Hein. Donc il y a une forte, grande minorité qui n'est pas d'accord avec ça. Et si on regarde le reste du monde, ils ne partagent pas du tout notre vision. Okay, on en considère. Comment est-ce qu'on interagit avec des gens si nous on croit voilà, c'est une question de vie et de mort. Si on fait pas, si on ralentit pas les émissions, etc., on va tous être morts. La planète va être invivable dans 100 ans, avec des gens qui pensent le contraire. Hein, donc c'est un pari. Hein. Comment est-ce qu'on interagit avec des gens qui ont des visions conflictuelles sur les questions vitales, essentielles, hein, de manière civilisée? C'est difficile. Ok. Et ça commence ici. Hein. Et en fait, moi, en l'occurrence, je ne crois pas du tout à ces prévisions, parce que j'ai une formation d'ingénieur et toute ce pronostic de l'invivabilité de la Terre est basé sur des modélisations. Les modélisations, ce n'est pas la science. Donc, je dis pas que ce n'est pas possible, mais pour moi, c'est une énorme crainte d'incertitude derrière ce pronostic. Donc, est-ce que je suis prêt, moi, à ruiner la vie de mes enfants, la vie matérielle de mes enfants, sur l'autel d'un pronostic de modélisation dont je connais la qualité. Et en économie, en macroéconomie, on a fait des modèles depuis bien plus longtemps que les écologistes. Et la qualité est piètre. Donc, est-ce que je suis prêt à sacrifier la vie matérielle de mes enfants sur la base de ce travail? Ça, c'est pour moi, c'est ça la véritable difficulté. Comment est-ce qu'on trouve des compromis, et il faut le faire sur le plan politique, dans la vie quotidienne. Merci. C'est bien parce que tous les points de vue s'expriment ce soir. Donc c'était l'ambition de pouvoir croiser les regards pour essayer de nourrir la réflexion des uns et des autres. Dans le public, non, toujours personne. Si une question, oui, monsieur. Alors on vous entend parce qu'il y a des micros au-dessus de vous. Allez-y. Donc la RSE est quand même basée sur un principe qui est la prise en compte de ses parties prenantes. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la réputation externe de l'entreprise, mais du coup, d'un point de vue interne, je crois que c'est monsieur qui l'a dit tout à l'heure que les collaborateurs sont la représentation de l'entreprise. Et aujourd'hui, est-ce que du coup, la plus grosse carte à jouer, ce serait pas plutôt la réputation interne et la publicité que l'entreprise se fait à elle-même et les potentiels coûts engendrés par un manque d'adhésion de ses collaborateurs ou un retrait de l'entreprise. Qui veut répondre? Je pense que c'est une question pour vous. Oui, mais tout à fait. Hein. Ça, c'est une question cruciale pour l'entreprise. Effectivement, vous voulez avoir des collaborateurs motivés, il y a un véritable projet, etc. Mais il y a un risque, effectivement. Hein. Ça, c'est un risque de réputation. Parce que les convictions changent. Il y a des basculements générationnels aussi. Ça ne vous sert à rien aussi, mettons, d'avoir une entreprise de génération Z ou X, etc. et vous n'êtes plus préparé à accueillir les suivants. Voilà. Mais tout ça, c'est de l'art de l'entrepreneur. Hein. C'est lui qui doit développer cette vision qui est vivable, à laquelle il croit lui-même et autour de laquelle il peut rallier son personnel. C'est vrai que c'est plus agréable pour un salarié d'être dans une entreprise qui présente une politique sociale de bonne aloi, qui protège l'environnement, que d'être salarié d'une entreprise qui pollue les sols ou qui met en danger la vie de ses concitoyens par des stockages abusifs, comme on a pu le voir ces dernières années dans certaines villes de France. Donc, évidemment, quand on est dans une entreprise qui respecte le droit social et le droit environnemental, c'est plus agréable, y compris auprès de ses proches, pour aller travailler le matin. Et finalement, ça coûte moins cher à l'entrepreneur aussi. Absolument, absolument. Et dernière remarque, j'entends bien votre point de vue, peut-être un petit bémol, ce ne sont pas les écologistes qui créent des modèles
Ce sont, Non, c'est le météorologue. voilà, donc c'est important de faire la différence. L'écologie a une dimension scientifique et aussi une dimension militante. Moi, je préfère m'adresser aux scientifiques d'abord pour voir ce qu'ils racontent. Mais c'est vrai que la documentation depuis 20-30 ans montre quand même que il y a bien une tendance à la dégradation climatique avec des phénomènes extrêmes, le réchauffement étant la principale cause. Que vous n'y croyez pas, voilà, je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir raison tout seul contre tout le monde. Je crois qu'il y a c'est deux notions un peu différentes. Il y a ce que vous appelez modélisation, c'est la prédiction à partir des données constatées. Oui. Mais les données constatées, elles existent, c'est pour valeur scientifique. Tout à fait. Oui, tout à fait. Là, on peut pas discuter. On entre dans un autre cas de figure qui relève plus vraiment de diversité. Tout à fait. Tout à fait. Bon, écoutez, on va continuer le débat, mais peut-être autour d'un cocktail, hein, puisque c'est ce qui est prévu, c'est le salaire des intervenants. Merci à toutes et à tous d'être venus, hein, mesdames, messieurs du public. Peut-être un petit mot de la fin à Karine Lemercier ? Oui, donc bien entendu, je m'associe aux remerciements de Fabien. Suite à tous ces échanges, donc je reste finalement peu convaincue du levier de réputation pour faire progresser la RSE. En revanche, je suis plutôt convaincue du format de ce cycle de conférences interdisciplinaires et je console le public pour répandre la bonne réputation de ce cycle. Et donc, je vous dis à la prochaine fois, le 17 octobre, sur le risque de réputation de l'entreprise face au numérique. Merci à tous.